pour lui demander de revenir. En parlant de courrier, on en reparlera. Bon, on en reparlera après. Bon, alors, cher Raph, qu'est-ce que tu nous as préparé? Bah là, tu vois, je t'envoie un dernier lien, un lien bonus. D'ailleurs, si tu veux me montrer tout de suite, c'est une petite info que je viens de voir passer. Je ne l'ai pas reçu. Ça y est, je l'ai vu. Alors, Info bonus. Voilà. Exactement. Tiens, Facebook. C'est Paul-Éric Benru qui vient de poster ça il y a pas très longtemps. Alors, c'est le temps qui s'affiche. C'est IRIB, donc un média iranien, Islamic Republic of Iran Broadcasting, un média que je connais bien, et qui dit « Nous espérons que la première rencontre des extraterrestres ou des ovnis avec les habitants de la planète Terre ne se fera pas par l'intermédiaire des dirigeants de la Maison-Blanche. » Ah ouais. Non mais attends, t'as vérifié le tweet de base, Non, mais je pense que si Paul-Éric Benru le relaie, c'est que c'est pas un fake. Il y a une date, etc. Donc c'est très facile de vérifier. Voilà, je laisse les internautes ça faire. veut même dire... si c'est pas vrai, ça m'a fait rire. Ouais. C'est-à-dire qu'il nous prépare un projet Bluebeam outre-Atlantique. Bon, c'est possible. C'est un autre sujet. Effectivement, il y a J.D. Vance qui en a parlé il n'y a pas très longtemps de ce sujet à l'antenne, dans une interview. Et puis Farid et moi, on prépare une interview pour lundi soir. Ouais. Oui, donc lundi, carte sur table sur les révélations OVNI. Voilà. Alors, les révélations, en tout cas, on a pris le choix d'aborder ça sous l'angle des officiels qui en parlent. Parce que ça prend de plus en plus de place depuis quelques mois. Hein. Il y aura des invités dans cette émission. Ouais, on aura il y aura un reptilien qui sera là. Un grand spécialiste de la question, qui connaît bien. Qui écrit beaucoup pour Nexus. Exactement. Charles Maxence Laillé, salut. Un grand journaliste qui est très calé sur beaucoup de domaines, dont le phénomène OVNI. Je peux vous dire que le gars, quand il fouille sur un sujet, il fouille. Charles Maxence, c'est vraiment un mec. Il cite mieux ses sources que ChatGPT. Ah oui. Alors lui, il y va. Hein. Il lit plusieurs bouquins en même temps. Je ne sais pas comment il fait. Vous allez le voir chez lui, il y a au moins 100 livres. Il lit tout en même temps. C'est un vrai intellectuel. C'est une machine de lecture. Donc lundi, 20h, en direct, avec Charles Maxence Laillé. Voilà. Sujet OVNI. Rendez-vous est pris. 20h, non, c'est un peu plus tôt. Ah non, 19h, tu m'as changé. 19h. 19h. Non, parce que Charles Maxence n'était pas disponible. Pas dispo avant. Après. Ça va être possible, 19h? Ça va être possible. Oui, là, comme on a choisi le sujet en avance, on n'a jamais prévenu la personne qui peut faire les visuels. Voilà, donc on a pris vraiment beaucoup d'avance par rapport à d'habitude. Farid, il est comme moi, c'est un ponctuel. Non, mais c'est pour ça qu'on l'a dit à l'avance. Habituellement, on dit oui, on vous dira lundi. Oui. Pour une fois, elle sera à l'heure, cette émission. C'est cool. Alors, mon cher Raph, qu'est-ce que tu nous as, on va dire, résumé sur cette actualité qui est complètement folle? Oui, alors moi j'ai choisi quelques sujets en vrac. Bon, un certain nombre concerne Israël et le sionisme, mais il n'y a pas que ça. La première vidéo, je crois que ça concerne une zone marécageuse en Irak qui était à sec depuis très longtemps et qui là s'est remis à être pleine d'eau. Donc ça rejoint la thèse de la géo-ingénierie qui se serait arrêtée dans la région suite à la destruction des antennes radar par l'Iran. Voilà, des antennes, des relais. Je préfère dire des relais, parce que radar, on pense tout de suite au radar militaire, alors que, pour détecter des ennemis et les cibler. Alors que HARP, c'est un autre type d'antenne. C'est des antennes, mais c'est pas forcément au sens strict du terme des radars. Ils ont détruit des radars, notamment celui qui était au Koweït, je crois, ou au Qatar, je ne sais plus. Un radar très très important. Mais là, en l'occurrence, on parle d'antennes qui seraient peut-être des antennes relais du projet HARP, peut-être. Et donc, j'avais appris l'information par Reuters, mais bon, c'était un texte en anglais avec une vidéo sans parole. Donc, j'ai pris une autre vidéo qui vient de Lorient le Jour. Donc, zapping, si tu veux envoyer. Allez, c'est parti. Merci. On revient dans 5 minutes 47, très exactement, en plateau. Voilà, j'aurais dû commencer pendant les images parce que c'est vrai qu'il y a une partie qui est sans son, mais il y a du marais texte. Mésopotamien. Dans le sud de l'Irak, après plusieurs années de sécheresse extrême, pour ceux qui ne savent pas lire, je lis. Et donc alimenté par le Tigre et l'Euphrate, ces terres humides inscrites au patrimoine de l'UNESCO avaient été durement touchées par le changement climatique et les barrages en Turquie, en Iran et en Syrie. qui eux-mêmes étaient والله طبعا راح partis à ça. ترجع الحياه، ترجع الثروه السمكيه، اولا الثروه الحيوانيه، الناس تحس بديرتها رجعت
مستقبلها رجع لأن الناس عيشتها كلها بالأهوار ونتمنى من هذه الحكومة العراقية تراعي الناس وتدير بالها على الناس وتهتم بالأهوار أزيد وأزيد. Les marais de Haufsee n'ont pas connu un tel niveau depuis longtemps, explique le militant écologique depuis des années, en ajoutant qu'environ 85% des ennemis sont désormais inondés. Had surrounded itself with shields, with walls, not only physical walls, but also mental walls. I'll just give the 3 principles which enable us Israelis to live so easily with this brutal reality. A, most of the Israelis, if not all of them, deeply believe that we are the chosen people. And if we are the chosen people, we have the right to do whatever we want. B, there were more brutal occupations in history. There were even longer occupations in history, even though the Israeli occupation gets to quite a nice record. But there was never in history an occupation in which the occupier presented himself as the victim. Not only the victim, the only victim around. This also enables any Israeli to live in peace because we are the victims. But the third set of values is the most dangerous one, and this is the systematic dehumanization of the Palestinians, which enable us Israelis to live in peace with everything, because if they are not human beings like us, then there is not really a question of human rights. Excellent. Et aux Ukrainiens, on leur a envoyé des armes, et aux Iraniens, rien du tout. Donc d'un côté... On en voit, mais c'est plus compliqué. Parce que le souci, croyez-moi, il y a des armes qu'on essaie de faire passer aux opposants iraniens, mais c'est plus facile, par exemple. Oui, mais non, si je peux par exemple, c'est plus facile de le faire aux Kurdes. Mais là-bas, c'est un État. Oui. Le problème, c'est que d'un côté, vous avez la Russie et l'Ukraine. Donc, vous pouvez envoyer des femmes en Ukraine. Alors que là, c'est des opposants à l'intérieur du pays. Ouais, mais je pense que si on voulait, c'est plus compliqué. Mais tout n'est pas dit urbi et orbi. Étaient des amis. Il disait, Israël, c'est très bien, nous allons garantir son existence, mais il ne faut pas qu'Israël soit atteint de démesure, d'hubris. De Gaulle disait, il faut qu'Israël sache garder de la modération au Moyen-Orient. Et là, on voit un ancien officier israélien qui parle de décapiter la Turquie. Est-ce que j'ai de l'amitié pour le régime turc? J'en ai aucune. Je n'ai aucune. Voilà. Mais c'est l'hubris, c'est la démesure, c'est la folie des rois d'Israël de vouloir taper tous les États du Moyen-Orient, et ça va très mal finir. En fait, ça va je vous le dis ici. C'est intéressant. Je vous le dis, ça va cette hubris, cette démesure israélienne va très mal finir pour Israël. Je vous le dis solennellement ce soir sur ce plateau. Pourquoi ne pas célébrer les 250 ans de l'indépendance des États-Unis par le biais d'un Shabbat national? Et oui, c'est donc l'idée du président Trump du vendredi 15 mai au soir, ou samedi 16 en soirée, 24 heures pour honorer la tradition juive du repos hebdomadaire, mais surtout, nous dit-on à Washington, l'introspection et la gratitude envers Dieu. L'initiative a même un nom, Shabbat 250. Alors, quelle signification faut-il donner à cet événement? 3 questions ce soir. On les pose à Isaac Barchicha. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président de Republican Overseas France. Alors, un Shabbat national aux États-Unis, ça peut surprendre en apparence. Pourriez-vous peut-être d'abord nous expliquer un petit peu le concept et le pourquoi de cette idée? Il veut, cette année, comme vous le savez, célébrer les 250 années de la création des États-Unis. Et pour ça, il veut aussi mettre à l'honneur l'héritage des Juifs qui sont venus aux États-Unis. Et quoi de mieux que rendre une célébration du Shabbat, une annonce officielle pour que tout le monde puisse s'inspirer de ce que représente ce Shabbat, surtout en cette année où l'indépendance américaine est mise en avant. Bonsoir Marie, pourquoi au juste une unité spéciale et quelle sera sa composition ? Alors cette unité de protection communautaire, comme on l'appelle, fait suite effectivement, comme vous l'avez dit, à une augmentation des attaques antisémites. En fait, la communauté juive ne se sent pas en sécurité dans la capitale et même au-delà. Cette unité qui appartient donc à la police métropolitaine de Londres, elle sera composée d'agents issus de la police de proximité, des services de protection spécialisés, mais aussi de la lutte anti-terroriste. Jonathan, comment analyser cette décision? C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle d'en arriver là pour les Juifs londoniens?
Ça me renvoie à des heures sombres de l'histoire du peuple juif, il y a pas plus tard il y a un peu plus de 80 ans en Europe, en Europe centrale. Voilà pour ce zapping. Donc, c'était pas très clair dans les 2 derniers extraits. Donc, il s'agit d'une unité spéciale de la police londonienne qui sera exclusivement chargée de protéger les Juifs, les Anglais de confession juive, et notamment à Londres et dans la banlieue. Ça peut paraître un peu fou, mais bon, vu qu'au-dessus de c'est le soleil, nous, ça ne nous surprend pas tant que ça, quoi. Il n'y a plus rien de surprenant. Ouais. Et tu as entendu, donc, parce que je voyais peut-être que tu étais sur ton téléphone, l'histoire de Shabbat 250. Oui, oui. Donc un Shabbat national, donc ce sera la semaine prochaine, si tu veux y participer. C'est pas qu'aux États-Unis, hein, je pense que les gentils, les goïs du monde entier sont invités à participer, hein, peut-être. Parce que quand même, c'est les États-Unis, quoi. C'est 250e anniversaire. Ouais. Donc, oui, je pense que, comme tu disais, Farid, bah, ça fait partie du plan, ça, non? Bah oui. Tout comme la D'ailleurs, statue en or là, qui a été, j'ai pas mis d'image là-dessus, mais il y a une statue en or je crois, qui a été érigée dans un des golfs de Donald Trump, quelque chose qui fait 4 ou 5 mètres de haut. Alors, c'est pas très clair si elle est en or ou si elle est en bronze, couleur or, mais voilà, donc je pense que ça fait partie du plan, quoi. C'est pour nous duper, en fait. C'est pour qu'on croit à gauche alors qu'il va à droite, mais on n'est pas assez intelligent parce que c'est un billard à 13 bandes. ouais. Et donc, voilà. C'est pour ça, nous, on peut pas comprendre. Nous. On peut pas comprendre le plan. Mais De toute trust the façon. plan. De toute Trust façon, the plan. quoi qu'il se passe, trust the plan, quoi. Ouais. Ouais. Ah, il Bon. l'a fait aussi, Macron. Trust the plan. Il a fait Trust the plan. Ah bon? Ah oui, quand il a fait Hanouka, c'était Trust the plan. À l'Élysée, je parle. Il a fait Hanouka à l'Élysée? Ah oui, comme c'est ce qu'il va faire. Il va faire Shabbat 200. Ouais, mais ils ont fait ça aussi à l'Élysée. Non, mais quand même, ça. Bah oui, parce que c'est le laïque, mais ça ça dépend. C'est une laïcité à double vitesse. Voilà. Ouais. C'est ça. Bon, ok, pourquoi pas. Alors, donc, je rappelle que Gideon Lévy, c'est une des rares personnalités israéliennes qui a avoir le courage et avoir une certaine audience pour dire les choses, poser les termes. Et donc, il rappelle que il y a une dérive du concept de peuple élu, et que ça entraîne bien des problèmes pour les Palestiniens notamment, mais pas que, pour les Libanais, pour tous les peuples de la région. Il y a une victimisation constante, alors que ce sont quand même eux les colonisateurs et les occupants et ceux qui procèdent au nettoyage ethnique, pour pas dire génocide à Gaza. Et il y a la déshumanisation des Palestiniens, mais ça ne nous avait pas échappé avec les termes comme animaux, etc. Quand il parlait ce ne sont pas des humains, ce sont des animaux, donc on peut les faire crever de faim, etc. Puis on peut tuer les femmes et les enfants, c'est pas grave. De toute façon, c'est des potentiels terroristes, c'est des terroristes en herbe. Donc voilà le discours. Et donc c'est très intéressant de voir Gideon Lévy résumer un petit peu les 3 points principaux qui entraînent une fascisation complète de la société israélienne. Et d'ailleurs, on en discutait hier avec Jacob Cohen, que j'ai reçu dans l'émission de Chronique de l'Armageddon. On a fait une très très bonne émission, je vous encourage à la regarder. On a fait un peu moins de vues que d'habitude, donc s'il y a des gens qui veulent aller la voir. Et il parlait de tous ces sujets. On a abordé tous ces sujets-là. Vraiment, on a fait une belle rétrospective. On est remonté jusqu'à, je crois, Truman en 48. Et puis on a rappelé François Hollande qui avait entonné une chanson d'amour, qui a dit qu'il voudrait bien chanter une chanson d'amour à Netanyahou quand il était, je ne sais plus si c'était à Tel Aviv ou à Jérusalem, rencontrer son homologue Netanyahou. Et également, avec qui d'autre? Il y avait le fameux Manuel Valls, avec je suis quand même lié de par ma femme, de manière éternelle à Israël, quand même. Et donc voilà, on a repassé pas mal d'extraits, des extraits de Defamation, le fameux documentaire d'un jeune réalisateur israélien qui a fait un travail remarquable sur le sujet de l'emprise du sionisme dans le monde et de la victimisation par rapport à l'antisémitisme. Le point de départ de son documentaire, c'est, il le dit en note d'intention au tout début de son film, c'est moi j'entends parler depuis que je suis petit d'antisémitisme, mais par contre je ne l'ai jamais vécu, donc je vais faire un documentaire là-dessus. Un sacré courage. Et le résultat est vraiment juste excellent. D'ailleurs, on voit Norman Finkelstein dans le film, aussi bien que John Mearsheimer, mais on voit aussi le patron de l'ADL aux États-Unis, Anti-Defamation League, l'équivalent US de la LICRA. Et bon, il faut le voir pour le croire. Aussi les camps de vacances pour les jeunes Israéliens. Je sais pas si je crois que c'est des collégiens, et ils arrivent en Pologne.
Et ils sont encadrés en fait par des gens des services secrets israéliens Ah oui. qui les maintiennent dans une sorte de psychose. Oui. Et on voit toute une scène avec à un moment donné des petits vieux polonais qui sont assis sur un banc. Il y en a un qui dit en polonais ah ben elle est mignonne celle-là, en parlant d'une petite. Et donc ils traduisent ça entre eux. Alors je sais plus si c'est entre eux ou s'il y a les services qui interfèrent. Il faudra que je revoie, ça fait plus de 10 ans que je l'ai pas vu. Mais en gros c'est il a dit qu'il voulait tuer des juifs ou des choses comme ça, quoi. C'est pas dans ce documentaire où il y a un policier qui dit il y a une. Il y a une manif, elle fait chier, ils font chier encore avec leur Ouais, manif, avec leurs etc. Et là, conneries. c'est classé Ouais. comme acte antisémite. Celui-là. Parce qu'il encadre une manif Oui. juive à New York. Ouais. Et à un moment donné, il fait une réflexion à voix haute. Ça fait chier d'être là, ils font chier avec leur manif. Et il y a une dame qui l'a entendu, qui a appelé l'ADL et qui dit oh. Et en fait, à un moment donné, justement dans ce film, quand le réalisateur est avec l'Anti-Defamation League, il leur demande mais c'est quoi les actes antisémites? Donc le gars regarde dans sa base de données, il regarde les 10 derniers trucs enregistrés, il fait non, pas celui-là, non, pas celui-là, non, pas celui-là, non, pas celui-là, non, pas celui-là. Et puis après, au bout du 10e, il fait bon, celui-là. Et en fait, même celui-là, après enquête, c'est du bidon, quoi. Donc effectivement, ils remplissent de la base de données, ils font du chiffre, ils gonflent les chiffres, quoi. Comme les fameuses fausses agressions qu'il y a eu en France de nombreuses fois. Ouais. Je ne dirais pas comme les 6 millions, sinon je vais me faire taper dessus. Mais oui, je veux que ce live soit coupé tout de suite. Non, mais je parlais des 6 millions auxquels Truman faisait référence quand il a dit c'est quand même difficile de remplacer 6 millions de Palestiniens par 6 millions de 10 millions. Ah oui, la vidéo juifs, que tu avais passée voilà. la dernière fois. Et voilà, c'est ces 6 millions-là dont je parlais. D'accord, monsieur le juge. On le dira. Heureusement, parce que celui qui écoute l'extrait en entier, au moins, il n'y aura pas d'ambiguïté. Voilà. Sinon, Nexus, fini. Ça coupe direct. Déjà qu'on a des liens avec la propagande russe. Ouais. Alors maintenant, c'est la propagande du Hamas. On est foutu. Du Hamas. Ouais, là, ils auraient mis Eindhoven à la place. C'est presque la Rota espagnole. Bref. Alors, meilleur Habib. Alors, à un moment donné, lui, il faut mettre un petit prompteur quand il parle, parce qu'à un moment donné, il voulait parler des armes, il parle des farms. Je ne sais pas si vous avez noté dans l'extrait. Mais c'est marrant parce qu'il dit oui, on fait passer des armes à l'Iran. Puis après, il se reprend, il dit enfin, on essaye de faire passer, mais on n'arrive pas trop. Et ouais, c'est du meilleur Habib, quoi. En tout cas, ce qui prouve bien que, voilà, on le savait, on en a parlé ici. Moi, j'avais montré un article de Ouest France, je crois, ou de Sud-Ouest, non, Ouest France, qui parlait du fait que le Mossad s'était vanté, y compris sur X, d'être aux côtés des manifestants, y compris sur le terrain. Donc, en disant ça, y compris sur le terrain, on se dit bien qu'ils ne sont pas juste les mains dans les poches, les gars de service, vu qu'on a eu de nombreux témoignages que en fait, ça tirait un peu de partout, quoi. Mais c'est pas juste les forces de sécurité qui tiraient sur les manifestants, comme les médias occidentaux ont essayé de nous faire croire. Pardon, Farid. Non, juste pour dire, dans l'extrait d'LCI que tu as passé, parce que moi, j'ai pris une séquence de là-dedans, justement. On reviendra après sur ce que... Oui, parce qu'en fait, après, il y a la nana qui parle, là, qui est une ultrationniste, qui nous ressort le discours, mais alors archi éculé, archi bidon de la propagande. Garde-en pour ma chronique. Voilà. Tu vas voir. Et après, il y a le mec de l'armée israélienne qui dit, qui parle de la Shoah, pour faire culpabiliser les Français, en disant que c'est quand même un peu nous. Puis après, il dit non, mais j'ai jamais dit ça. Oui, pardon, après, il est revenu je t'ai spoilé. Mais c'est toi qui m'as lancé, Farid. Les Shabbat 250. Voilà, on en a déjà parlé. Et alors, je t'ai préparé quelques sources en plus, mais vraiment pas beaucoup, parce que je sais que, bon... Alors il faut que je sois sharp. Je vais arrêter de parler anglais. I24 News, c'est ça? I24 News. Alors Non. Oui, non, Time of Israel. Voilà. Time of Israel. Voilà. 30 élus démocrates demandent à Rubio des détails sur le programme nucléaire israélien. Dans une lettre qui devrait rester sans réponse, les élus affirment que Washington ne peut défendre une politique cohérente de non-prolifération sans transparence sur Israël. Bah oui. Oui, ils ne sont pas signataires du TPNP, bah ils n'ont pas aucune visite de l'AIEA. Et par contre, ils disent aux autres pays comme l'Iran que l'Iran ne peut pas avoir la bombe, alors qu'ils ont probablement aux alentours de 200-300 têtes nucléaires, on ne sait pas en fait. Et c'est le site de Dimona, dans le Negev, qu'on voit là sur la photo. Ouais, à côté des doigts de pied. Dégueulasse. Des pubs. Ah oui, je suis désolé pour la pub. Moi, j'ai un bloqueur de pub. Donc c'est vrai que j'aurais dû l'ouvrir sur. Faut que je vous doute. Non, mais c'est une pub à propos. Ça parle de parasites. T'es grave. Et ça, on va être condamné pour ça. C'est Mordechai Vanunu
qui était un technicien qui bossait à la centrale, justement, sur le site de Dimona, qui a révélé le poteau rose, je crois, dans les années 80, si Ouais. je ne me trompe pas, et qui a écopé de 18 ans de prison. Et aujourd'hui, il est libéré, mais il est interdit de sortir du territoire et il rase les murs. C'est-à-dire que sa famille, ses amis, enfin, tous ses voisins, enfin, sa vie, elle est finie là-bas. Donc, c'est quelqu'un de très courageux. Il y a une interview de lui sur le site Arrêt sur Info de Sylvia Cattori, que je vous recommande chaleureusement. Il a dit le nombre de têtes nucléaires. Oui, exactement. Voilà. Ça, il ne faut pas lancer la vidéo, sinon on va se faire. Ah oui, je peux mettre juste le son, sinon. Ouais, Non, c'est bon, quoi après, en gros, Votre médecin référent vérifiera si vous êtes à jour de la vaccination. Il gagnera 5 € chaque fois qu'il vous convaincra de vous faire vacciner. Ouais. Bah, arrête. 5 €. Ça, je l'ai vu, ça aussi. Ouais. C'est pas vrai. Les médecins reçoivent déjà une prime de 5 500 € en moyenne s'ils atteignent certains objectifs en matière de vaccination contre la grippe, par exemple. Mais non, mais c'est vraiment. C'est grave. Hein. Et alors, je n'ai pas eu le temps de préparer ce qu'on fait des fois pour l'émission du lundi soir avec Farid. C'est qu'on les chaînes comme TF1. Ça strike tout de suite. Et ça strike. Et il y a qui Arte. Non, c'est pas Arte, c'est TF1. Bon, bref, il y en a 3. Et donc, on essaie de faire des pauses sur image et de mettre juste la bande-son pour pas se faire shooter les vidéos. J'ai pas eu le temps de le faire pour aujourd'hui, mais bon, l'information est passée. Autre article. Là, alors, c'est un tweet de Kémy Seba. Voilà, alors il fait une demi-heure à lire. Depuis la prison en Afrique du Sud. Il est toujours en prison. Il est accusé d'avoir voulu préparer des attentats en Europe. Ce qui fait rire ceux qui connaissent un peu le combat de Kémy Seba et son modus operandi. Incroyable. C'est assez intéressant parce qu'il y a toute une partie qui fait vraiment polar, film de service secret, parce qu'en fait, et il a essayé, comme à un moment donné, il s'est retrouvé bloqué en Afrique du Sud. À un bout d'un moment, son visa a expiré. Et donc, pour sortir de l'Afrique du Sud, il a essayé de passer la frontière. Mais pour passer la frontière, c'était chaud. Donc, il a demandé l'aide de différents pays africains amis. Personne n'a répondu présent. Je schématise, je dis peut-être pas exactement ce qu'il dit. Donc, je vous engage à lire tout en détail. Il a demandé l'aide des Russes. Il n'a pas eu trop non plus de... Il n'y a que Douguin, Douguin Père, hein, le philosophe, le penseur russe, qui a monté une équipe pour lui. Mais ça s'est mal passé, en fait, parce qu'il y avait les Russes ont fait appel à des nationalistes Boers. Vous savez, les Boers, c'est les descendants des Hollandais, qui a été installés en Afrique du Sud, installés les colons. Visiblement, donc, eux étaient sur écoute, ces nationalistes Boers, et donc les services secrets blancs, enfin, des agents blancs nationalistes d'extrême droite sud-africains, donc ce sont ces dires, mais il n'y a aucune raison d'en douter, lui ont tendu un piège et il s'est fait arrêter, lui et son fils, qui vient d'avoir 18 ans. Et il raconte tout ça en détail. Voilà. On va pas tout lire, mais allez sur. Donc c'est sur Facebook, sur la page de Facebook de Kémy Seba. Bon, là, je déroule. Également par Urgence Panafricaniste, qui est le nom de l'association qui l'a fondée. On voulait faire un vrai texte. Hein. Bon. Mais effectivement, ok, ils ont peur de rien, hein, vraiment, pour inventer des prétextes assez incroyables et mettre sous ces personnes-là sous silence, quoi. Oui. Donc il termine en disant, il parle de ses parents notamment. Je pense à mon père de 80 ans, médecin extrêmement brillant à la retraite aujourd'hui, et à la reine qui est ma mère, âgée de 76 ans, ancienne cadre infirmière, puéricultrice audacieuse et visionnaire. Une Agoji des temps modernes, elle aussi à la retraite. Tous deux sont, à leur âge, malgré les problèmes de santé qui nécessitent pour mon père, une opération urgente à Paris, pris eux aussi en otage à Cotonou par le gouvernement mafieux béninois. Pourquoi ? Tout simplement parce que bien que apolitiques, ils sont mes parents. Donc c'est en fait la politique israélienne où en fait on punit la famille. Ça c'était une exception dans le monde il y a quelques années, quelques dizaines d'années, il y avait qu'Israël qui faisait ça. Ça remonte, ça fait penser aux pratiques en fait de l'époque nazie en fait. Et là maintenant on voit qu'en Europe ça se généralise malheureusement, puisqu'il y avait notamment Annie Lalippe, la journaliste allemande, qui avait été sanctionnée pour sa couverture de la guerre en Ukraine, qui n'était pas conforme à ce que voulait le gouvernement allemand. Donc ils ont gelé ses comptes, mais ils ont gelé aussi les comptes de son père. Et là, en l'occurrence, effectivement, donc Kémy Seba, c'est également ses parents et son ex-femme qui sont visés. Voilà. Ouais. Donc solidarité à Kémy Seba. Ouais, force à lui. Exactement. Et on n'oublie pas qu'il est en prison et que le temps commence à être long.
Dernier sujet, encore un post de Paul-Éric Blanru. Alors, il se base sur un article qui est en hébreu, sorti sur le site Wallah. donc journaliste israélien Barak Seri raconte comment la guerre en Iran a été voulue et provoquée par Netanyahou et ses implications. Et ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est qu'en fait, on voit le procédé qu'a utilisé Netanyahou pour faire pression sur Trump et son entourage. De nombreuses conversations avec le président Trump, son entourage et les hauts responsables de son administration, le vice-président, le secrétaire d'État, le secrétaire à la guerre, les influenceurs républicains, bref, tous ceux qui pouvaient convaincre le président de mener l'offensive majeure contre l'Iran, celle qui renverserait le régime et anéantirait le programme nucléaire iranien. Netanyahou a cerné toutes les faiblesses de Trump. Vous voulez acheter le président américain actuel ? Dites-lui qu'il n'y a jamais eu de président comme lui. Promettez-lui d'entrer dans l'histoire. Et surtout, clamez haut et fort qu'il est le plus grand de tous, le plus grand des présidents américains, le plus grand des amis d'Israël, de loin supérieur à ses prédécesseurs. Trump adore qu'on lui dise qu'il est un géant comparé aux anciens présidents Biden et Obama qu'il déteste. Ça, c'est vrai. Et si personne ne le dit, il s'assure de le faire savoir à tout le monde. Et Netanyahou l'avait compris et savait comment gagner sa sympathie. Il a procédé ainsi par le biais de nombreuses conversations personnelles, mais surtout dans les médias. Les médias sont essentiels pour Trump, plus encore que pour Netanyahou. Ce dernier a été interviewé sans relâche par les médias importants pour le président Trump. Fox News, les chaînes associées à la droite, les podcasts conservateurs, les stations de radio proches de la droite, des évangéliques, bref, tous les médias que la plupart de ses électeurs regardent, écoutent et suivent. Et il ne fait aucun doute que Netanyahou maîtrise parfaitement son sujet. Trump a choisi de promouvoir certaines interviews de Netanyahou. Par exemple, il tweetait régulièrement sur ses réseaux sociaux qu'il recommandait de regarder une interview de Netanyahou tant les propos de ce dernier l'avaient convaincu. Il y avait aussi autre chose, la promesse de Netanyahou que la guerre avec l'Iran prendrait fin rapidement. Les Américains portent les traumatismes des longues guerres, des complications, des milliers de cercueils de soldats américains rapatriés aux États-Unis pour y être enterrés. Trump, qui avait promis pendant sa campagne électorale de mettre fin aux guerres, d'éteindre les conflits à travers le monde, n'est pas vraiment partisan de la guerre. Mais Netanyahou l'a convaincu que, après une première frappe meurtrière des forces aériennes américaines et israéliennes, le régime serait ébranlé et s'effondrerait rapidement grâce à des millions de manifestants descendus dans la rue. Le Mossad et la CIA y travaillaient selon lui. Et lorsque cela se produira, Trump entrera dans l'histoire comme celui qui a éliminé le royaume du mal, apporté la paix et la prospérité au Moyen-Orient et au monde entier. Cela devait être sa consécration, loin devant Biden et Obama, qui ont toujours eu peur d'entrer en guerre contre l'Iran. Et cela devait être magique pour Trump, vraiment magique. La décision rapide du Venezuela, la décision, c'est pas la bonne traduction, c'est l'épilogue, la conclusion rapide du Venezuela après l'enlèvement de son président, Nicolás Maduro, a également attisé l'appétit du président. Voilà. Et je trouve ça très intéressant parce que beaucoup de gens ont cru peut-être, moi y compris, je me pose la question, que c'était quelqu'un qui voulait pas faire des guerres à l'étranger, qui était plutôt isolationniste, etc., qui voulait mettre fin aux guerres perpétuelles. C'était en tout cas son discours. Et c'est vrai qu'au début, il s'y tenait un peu. Et il y a eu un revirement complet. Et je pense que ce texte-là permet de mieux comprendre comment Netanyahou a fait pour manipuler Trump. Et notamment en le flattant. Je pense que ça, c'est une très très bonne manière de le... T'as pas compris Alexis Cossette, toi. Ça fait partie du plan. Ah oui, ça fait partie du plan, merde. Espèce de complotiste. Bon, Voilà pour ce petit zapping, cette petite chronique. Alors, je terminerai aussi en vous annonçant, pour moi, une très bonne nouvelle. C'est que le média qui est sur Internet, qui fait historiquement beaucoup d'articles, ça fait très peu de temps qu'ils ont une chaîne YouTube. Ils font beaucoup d'articles, notamment des traductions d'articles de l'anglais vers le français ou du russe vers le français. Il s'agit de Réseau International, qui va lancer son magazine, donc très axé sur la géopolitique et l'actualité internationale. Ça devrait être un mensuel. Ils m'ont demandé d'être rédacteur en chef et j'en suis tout à fait honoré et j'ai accepté. Bravo, super nouvelle. Hâte de te voir dans cette nouvelle fonction et de lire tes articles. Ce sera l'occasion aussi d'en reparler dans NRA, nous faire des petits résumés du boulot. Ça, c'est... surtout une fois que le premier numéro sortira, je ne sais pas si ce sera en juin ou peut-être en septembre, c'est peut-être plus réaliste. Mais voilà. En tout cas, j'espère que je ne suis pas en train de dépasser mon seuil de compétences. Mais comme on dit, je ferai de mon mieux en tout cas. Écoute, on te souhaite évidemment énormément de succès là-dedans et on espère que Félicitations. Eh oui, ça apportera une nouvelle perspective à l'information libre.
Tu pourras aller voir le journal L'Humanité, J'espère. tu pourras dire moi aussi, Je suis rédac chef. Voilà, je suis rédac chef. Non, tu seras mieux là où t'es. Ils ont pas l'air de faire du bon boulot. Bon, merci en tout cas, Raph, pour ta Merci à vous. chronique. Ouais, On je se vous aime retrouve donc tous. lundi avec Farid, hein, vous deux, pour le carte sur table spécial OVNI. Ouais, avec OVNI. Charles Max. Charles Maxence Laillé, à 19h Ouais. cette fois. OVNI, quand les officiers